J'ai presque envie de le démarrer, tu vois, un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, Arthur, c'est la troisième fois, que tu viens. C'est la première fois que j'ai un invité qui revient 3 fois et juste avant, on se le disait, tu es venu il y a 2 ans, on expliquait un peu quelle était, la stratégie, le produit. Il y a 1 an, tu viens et tu venais d'annoncer 75 millions d'euros de levée. Il y a commencé à avoir des bruits, il y a eu des rumeurs. Bloomberg a sorti un article, ça jase, ça qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une croissance et du coup, je suis très heureux de te recevoir à nouveau pour la troisième année consécutive, pour suivre un peu l'aventure quand même de Penny Lane. Tu vas et on va en parler dans l'épisode, annoncer une nouvelle levée de fonds. L'idée, c'est de maintenant de comprendre, vu les montants, pourquoi faire? Qu'est-ce qui s'est passé aussi, en 2025? Mmh mh. On va revenir sur un sujet qui va être fondamental pour les cabinets. Je pense que ça va être un peu le fil conducteur quand même toute l'année du podcast qui va être, la facture électronique. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça s'intègre? Et ce qui est drôle, c'est que dans tous les épisodes que je fais, j'entends à chaque fois quand même des sons qui sont un peu, différents. On va parler de l'IA, Mmh. mine de rien, parce qu'à l'off-site, on avait ouvert un peu le capot aussi chez Penny Lane des agents. Donc qu'est-ce qui va se passer en matière d'agents? Et il y a Agentic. On va aussi parler quand même financiarisation et M&A Fusac, parce que là, il y a pas une semaine sans que, sans qu'il y ait des histoires, qui rachète qui, en matière de logiciels et ça va, mine de rien, dessiner quand même le paysage, des éditeurs et donc les auditeurs et les cabinets doivent comprendre ce qui se passe. On va parler internationalisation, tu vois? Je suis curieux de voir un peu ta vision et puis c'est une des questions qui piquent aussi des membres. Et on va aborder le sujet des rétrocoms. Apparemment, ça a été un point qui m'a été relevé et bien évidemment, au milieu de tout ça, les questions qui piquent des membres de l'Accounting Business Club. Voilà un peu le programme de ce nouvel Allez, épisode. Arthur, bienvenue à nouveau au micro du Arthur, bienvenue à nouveau au micro de l'Accounting Business Club. bah, merci et toujours aussi honoré, enchanté. Ah, arrête, tu vas me faire rougir. Bon, on y va. Avant de rentrer dans les chiffres, parce que tu vois, on va le faire en mode, producteur de contenu, on va faire du teasing. Quel a été le bilan pour toi de l'année 2025? Pour Et Peniel ou pour, l'industrie, ouais, les 2 tiens. hem, je pense que tu as une vraie accélération, enfin, on rentre dans le dur, de la facture électronique, quoi, Ouais. avec l'annuaire qui a ouvert, le 2 juillet, Mmh. et on finit l'année à peu près à 450 000 entreprises inscrites dans l'annuaire, donc pas Peniel, hein, Ouais, au global. OK. Donc ça, je pense que c'est, peut-être, une des trends, majeures. 450 000 sur 3 millions 5 d'entreprises, c'est ça? On attend plutôt autour de 5-6 millions. OK, Tu as à peu près 3,7 millions d'entreprises qui ont un expert comptable, OK, et puis, à peu près sûrement le double, OK. qui n'ont pas d'expert comptable, tous les auto-entrepreneurs et tout. D'accord. Hem, donc ça, c'est, 1er gros changement. Heu, je pense que sur l'IA, ça a beaucoup bougé et tout, mais on n'est pas encore, mûr, Mmh. l'industrie, hein, de manière générale. Et après, je te suis sur le côté financiarisation. Pour moi, c'est vraiment un des côté cabinet, là, pour le coup, Mmh. un des gros changements. Enfin, moi, j'ai l'impression que les cabinets, ils parlent beaucoup de ça. Ouais. Ils sont harcelés un peu par les Ouais, ouais. les investisseurs qui veulent, racheter leur cabinet, ou autre. Ouais, donc je pense que c'est pour moi les gros sujets. Nous, côté, Pennylen, Mmh. je pense que c'est l'année de la maturité, Mmh. pour le logiciel. Je pense que la facture électronique, bien sûr, nous pousse, nous met le vent dans le dos, Mmh. parce que je dis toujours à mes équipes, c'est que jusque-là, nous, on a construit l'outil, Biface, Ouais. cabinet client, et je dirais que c'était sympa pour le cabinet de pouvoir mieux collaborer avec son client et cetera. Mmh. Reste que tu as beaucoup d'experts comptables qui disaient: «Bah, c'est sympa, mais je dois quand même migrer et c'est pénible de migrer, quoi». Ouais. Et là, la proposition de valeur je pense que la facture électronique, elle force le cabinet, avec nous ou avec quelqu'un d'autre, mais elle force le cabinet à embarquer le client dans son écosystème, Mmh. parce que sinon ça va être problématique si, le client, il raconte une histoire et toi tu racontes une autre histoire à Bercy, quoi. Ouais. Donc ça nous met le vent dans le dos et ça accélère beaucoup notre croissance, hein, OK. faut le dire. Tu as une certaine maturité dans la partie compte pro, on a énormément appris là-dessus. Mmh. Hem et C'est-à-dire qu'est-ce que, on commence à avoir quand même, une belle quantité de clients, mmh. heu, des services de plus en plus développés, que ce soit dans les terminaux de paiement qu'on lance là, le financement et cetera. Mmh. On a quand même, vu aussi pas mal de campagnes de fraude et cetera, donc je dirais qu'on a monté notre niveau de jeu, Mmh. sur, qu'est-ce que c'est vraiment de proposer un compte pro à l'échelle, OK. enfin, je pense qu'on n'y connaissait encore pas grand chose il y a 1 an, quoi, en fait, OK. rétrospectivement.
Donc ça s'est bien accéléré quand même sur l'année. Ouais, notamment sur tout ce qui est sécurité, fraude, et cetera. Mmh. Et puis après, pour nous, c'est surtout une année, on a beaucoup grossi en termes d'effectifs aussi. Vas-y. On est passé de 450 à 900 à peu près. On a à peu près doublé en taille, et on s'est lancé en Allemagne. Donc c'est les grosses choses, que je retiens, de l'année 2025. Une petite année quoi, un truc, comme on a dit. Et ouais, c'est vrai que cette croissance des effectifs, elle continue. Là, j'ai onboardé la nouvelle promo de janvier. On est à peu près sur le même rythme, donc on recrute à peu près 40 nouvelles personnes par mois. OK. Et je pense qu'on a maintenant l'infrastructure qui nous permet de les absorber et qui va permettre d'accélérer. Comme tu sais, il y a toujours un lag entre le moment où tous ces gens ils arrivent, il faut les former, et cetera. Ouais. Mais on a vraiment repris une grosse accélération de croissance à partir de mars-avril. Donc, ces gens-là, ils ont vraiment commencé à arriver au 2e semestre. OK. Donc, Donc c'est-à-dire qu'ils vont être opérationnels, si je comprends, ils vont être opérationnels maintenant quoi, en ouais, gros? c'est à peu près ça. Ouais. Donc maintenant, ils ont compris l'écosystème, ils ont compris le produit, ils ont compris vers où ça va, ils ont compris, la facture électronique qui arrive et les tendances et donc là, ils sont prêts pour, embrasser, je dirais, cette, révolution ou cette accélération qui va y arriver grâce à la facture électronique qui arrive en septembre. C'est ça, mais en gros, il y a 1 an, on avait été 250 personnes en R&D, là, on est 450 et ces 200, ils sont arrivés récemment et donc on continue et on est sur le même trend. Donc on prévoit de rajouter encore à peu près 200 personnes en R&D cette année. OK. Mais voilà, je pense que normalement, ça devrait nous permettre d'accélérer encore, sur le développement de toutes les fonctionnalités qu'on doit sortir. J'interromps 10 secondes ton épisode. Si tu transformes ton cabinet, rejoins les 32 experts comptables dans l'Accounting Business Club. On ouvre 50 places, c'est tout. Pour candidater, rendez-vous sur accountingbusinessclub.fr, lien en description. Et tout de suite, retour à ton épisode. Comment tu drives pour garder la culture de la boîte sur, autant de croissance de personnes qui arrivent? Alors déjà, je pense que c'est un truc qui compte beaucoup pour nous, quoi. Mmh. Je pense que jusque-là, on a plutôt réussi. Hem, je pense que c'est la qualité de l'onboarding. OK. Donc ils viennent tous à Paris. Typiquement, moi, je fais la première matinée pendant 4 heures où je donne toutes les infos sur la boîte, l'industrie, et cetera. Je pense que l'esprit cohorte promo Mmh. aide pas mal parce que ça te permet de voir les valeurs, de les rendre tangibles, et cetera. Et après, c'est les anciens qui doivent transmettre et ce que je leur dis tous, c'est: «On a une super culture, faut la chérir, faut la garder». Mmh. Je pense que c'est notre pire cauchemar à tous que de la perdre Ouais. et donc c'est un peu la responsabilité de chacun et de chacune de faire perdurer ça. Après, je pense qu'on avait fait le boulot au début de bien écrire noir sur blanc notre culture, notre stratégie, et cetera, Mmh. et on fait beaucoup de boulot de ressasser ça Ouais. pour que les gens sachent où on va, pourquoi on le fait, et cetera. Sachant que du coup, tu vas être 600 sur la partie R&D, donc j'imagine c'est tech, dev et cetera. Tu as vu la transformation ou comment ils ont implémenté la transformation de l'IA, tu vois? Est-ce qu'en fait les 200 que tu recrutes aujourd'hui, c'est l'équivalent de 400 avant ou, ça a pas trop changé? Non, heu, c'est une question que nous posent nos investisseurs, notamment, et cetera. Je te dirais qu'aujourd'hui, et j'échange avec pas mal de patrons de grosses startups, et cetera. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, là, on a vraiment tous vu des gains, indiscutables. Ouais. C'est sur la partie support, OK. support client. Ouais. Là, on sait qu'il y a aujourd'hui chez Pennylen à peu près 30 des tickets qui sont résolus automatiquement par de l'IA générative, et cetera. Autant les devs, c'est plus discutable. Mmh. Moi, ceux qui étaient les plus grands fanatiques au début, Mmh. quand c'est arrivé, sont limite aujourd'hui un peu, réfractaires, Ah ouais? à dire qu'en fait, ça génère plein de codes super Mmh. et ça génère aussi pas mal de dettes Mmh. et que du coup, en fait, 6 mois plus tard, quand tu dois aller résoudre un bug, Mmh. ça va peut-être te faire perdre plus de temps parce que ça a généré beaucoup de code, ce qu'ils appellent du code mort, Mmh. beaucoup de code mort. Donc, aujourd'hui, moi, j'observe pas. Est-ce que c'est qu'on a déjà une code base qui est grosse et peut-être ceux qui partent d'une feuille blanche, ça change vraiment la donne aujourd'hui? Mmh. Je sais pas. Mais moi, aujourd'hui, je vois pas de changement, radical. OK. Donc 400 personnes à date en R&D, 200 de plus, le produit ça reste le cœur du réacteur, quoi. C'est ça. C'est quoi du coup là, c'est le bilan 2025, 2026, on enregistre, c'est le début d'année. Qu'est-ce que tu vois quand je vois tout ce qui s'est passé l'année l'année dernière? C'est quoi un peu le plan? Si je te reçois à nouveau, janvier 2027, qu'est-ce qui se sera passé selon toi?
Et bah, j'espère que la réforme de la facture électronique sera bien entrée en vigueur et dans des bonnes conditions, surtout pour les cabinets et leurs clients. Heu, Nous, je nous souhaite, bah, de jouer un rôle majeur, dans cette réforme. Je pense qu'en janvier 27, l'usage de l'IA dans les cabinets aura franchi un seuil, quoi. OK. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore gadget. Ouais. Je pense qu'en janvier 27, ce sera peut-être moins gadget. C'est vrai, sur quel cas d'usage, tiens, tu vois intervenir? On va aujourd'hui, tu vois, pour moi, le gadget, c'est vrai que ça a été, beaucoup d'acculturation, hem, mais voilà, ça s'est arrêté, pas mal là. Toi, tu vois quoi les usages en janvier 27? Je pense sur le côté révision. OK, donc intégré dans l'outil. Ouais. Ouais, Alors, tu as le côté intégré dans l'outil et c'est celui auquel moi je réfléchis le plus. Donc ouais. sur la partie révision, sur la partie, heu, proactif, Mmh. non, tu vois, restitution client, Ouais. c'est les 2 points où je vois le plus de potentiel. Et après, je pense que tu as des cabinets qui, alors pas tous, mais les cabinets à la pointe vont commencer à vraiment s'emparer de l'IA pour leurs fonctions, internes, fonctions support, Mmh. développement commercial, heu, support. Typiquement avec la facture électronique, ils vont devoir, aider beaucoup les clients, créer du contenu, des Ouais, trucs comme créer du ça. contenu, ouais. Ouais, tu vois, c'est quand je fais les confs, sur l'IA justement avec les cabinets, ça me rassure d'un côté, tu vois, c'est que la prod, la révision sera dans les outils. Nul doute que vous bossez dessus. Par contre, comment tu t'en empares pour vraiment venir augmenter tes équipes? Comment tu crées tes tu vois, on en parlait à l'offsite, mais les workflows, déjà, c'est un bon début avant de Mmh. parler dans les agents de comment tu gagnes du temps, sur ta production de contenu, sur, ta relation client. Donc toi aussi, c'est bien ça sur janvier 27, quoi. Ouais, tu vois, l'autre jour, j'ai échangé avec un expert comptable, vénitien Ouais. qui est pas mal dans, tu vois? Ouais. Ah, il disait, effectivement, lui, il est sur Pennylen, donc tout ce qui est IA dans l'outil, il y touche pas. Ouais. En revanche, il dit qu'il peut faire 1000 fois plus que d'autres confrères Ouais. parce que toute sa partie gestion commerciale, il a automatisé plein de trucs. Yes. La partie création de documents, il a gé automatisé plein de trucs. Mmh. Enfin, voilà. OK, donc mise en place, c'est bien ça, c'est mise en place de l'automatisation, quoi. Rentrer dans le vif du sujet de l'automatisation pour toi, Ouais. voilà. Je reviens 2 secondes sur, début 2026, c'est quoi un peu les chiffres quand même? On n'a pas ouvert les chiffres et tu vois, c'est une des questions, qui pique d'un membre de l'Accounting Business Club. C'est quoi un peu les chiffres et c'est quoi la répartition, tu vois, entre, CA bah, CA cabinet, CA banque, et cetera? Mmh. Donc on finit l'année, Pennylen, nous, alors en nombre de dossiers, c'est, 775 000 dossiers, Mmh. à fin 2025. Pour te donner une idée, on a commencé l'année, je crois, à 250 000, donc on a fait x3, en nombre de dossiers, avec un très, très gros Q4, où, sur les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, on a rajouté à peu près, 80 000 dossiers par mois. Voilà. C'est quoi? C'est des grosses migrations, de CAB? Même pas forcément? Franchement, c'est beaucoup OK. de cabs. Parce que si j'ai c'est une question qu'on a eue forcément de nos investisseurs. Tu prends, notre plus grosse migration, c'est du coup celle de Ridge. Ouais. On a migré pour eux 50 000 dossiers. Mais tu vois, c'est 50 000 sur, juin à décembre. OK. Donc c'est assez peu concentré, quoi. Mmh. C'est plutôt plein de migrations. OK. Autant des tout petits cabinets, des moyens, des gros. OK. Qui ont pris la décision de passer Et d'ailleurs notre répartition de notre business, donc nous, nos équipes cabinets, elles sont divisées en 3. Mmh. C'est les petits cabinets, c'est en gros jusqu'à 150 dossiers, donc on va dire 5 collabs, les créateurs et jusqu'à 150 dossiers. Mmh. Ensuite, tu as tout ce qui est, les cabinets entre 150 et 3 500 dossiers. Mmh. Heu et ensuite, tu as les très gros cabinets, Mmh. plus de 3 500. Souvent, c'est à peu près le top 100. OK. Et aujourd'hui, je veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est à peu près, 25 de notre business, c'est les très gros. Mmh. Et je dirais que c'est à peu près, équilibré, Mmh. le 75 restant entre les petits et les moyens, quoi. OK. Donc c'est pas très concentré. Ouais. Heu, Et du coup, ouais, après sur les chiffres, sur la ouais, répartition, donc au total, fin d'année, on est à peu près à 120 millions de ce qu'on appelle ARR, donc revenu annuel, récurrent. Et sur ce revenu, alors j'ai pas les chiffres exacts, mmh, mais à la louche, tu as à peu près, 30 qui vient de la licence que le cabinet, il paye pour son outil à lui, mmh, outil de prod avec mise à disposition à son client de l'outil collaboratif, l'APA et cetera. mmh, À peu près 30 qui vient des licences que le cabinet achète-revend à ses clients pour l'outil de gestion, mmh. TPE. À peu près 30 qui vient de la PME ETI, OK. et 10 qui vient de la partie, banque. OK. Quand tu dis PME ETI, c'est, la boîte qui, elle, passe direct avec un intégrateur et qui prend, C'est les On va dire que c'est les dossiers où le CAB, il est en révision. ouais.
où la boîte, elle est souvent déjà, ou soit elle s'équipe pour la première fois d'un outil de prod à elle, Ouais. soit elle en avait déjà un, souvent du Sage, du CJ, du EBP ou autre. Mmh. Et une partie de ces boîtes-là vont passer par un intégrateur, d'autres par un cabinet. Mmh. Tu as quand même beaucoup de cabinets, ça c'est qui sont en train de devenir intégrateurs. Ouais, Euh, intéressant. donc nous, pour te citer quelques noms, tu as BDO qui l'avait fait en premier, qui a racheté un intégrateur Sage, qui devient intégrateur Pennylen. Mmh. Mais tu as aussi, pour les citer, Novance, Cecob, Mmh. Rennes, tous ces gens-là, ils ont des filiales vraiment Dédiées. spécialisées Mmh. qui font de la PME ETI. Et ouais, donc c'est des boîtes où le déploiement est beaucoup plus compliqué, quoi. Et il y en a beaucoup moins, hein, des PME ETI. Par contre, elles payent beaucoup plus cher. Ouais, OK. Donc on a vu, ce qu'il est un peu les chiffres, on a le tableau, on voit un peu où tu veux aller. Je pense que, on va ouvrir ouais, vas-y, vas-y. Ouais, non, je pense que ce qui est important à comprendre sur les chiffres, et on va y venir en parlant du futur, Ouais. heu, les chiffres en termes de répartition, ils ont pas beaucoup changé. En gros, pour simplifier, on va dire qu'il y a 800 000 dossiers sur Pennylen. Mmh. Aujourd'hui, tu en as 80 où seul le cabinet paye son outil de prod, OK. enfin son outil à lui, quoi. Ouais. Et donc, c'est-à-dire que moi, Pennylen, sur ces 80 de dossiers, je touche uniquement ce que le cabinet paye. Ce qui, en moyenne, quand tu prends des dossiers à 2 € SCI LMNP, des dossiers classiques à 8 € et selon les remises que le cabinet a sur le volume, Mmh. en moyenne, ça doit me ramener à peu près 6 € par mois par dossier. OK. Voilà. Ensuite, tu as 20 des dossiers Ouais. où le cabinet paye sa partie et le client du cabinet, en plus, achète Lui, sa licence parce une qu'il a envie licence d'avoir accès outil de gestion. ouais. Voilà. Faut avoir en tête que le client du cabinet achète l'outil de gestion, Mmh. moi, ça m'augmente significativement mon panier moyen, Mmh. parce que c'est plus cher, cette partie outil de gestion. Alors, tu as la TPE qui va payer 20-30 € par mois. Mmh. Tu as ces ETI qui Ouais. payent beaucoup plus, hein. Aujourd'hui, le plus qu'une ETI paye, c'est 10 000 € par mois. Mmh. Il y en a pas énormément, mais c'est une boîte de 1 000 salariés, voilà. Mmh. Au global, tout confondu, aujourd'hui, une entreprise, quelle que soit sa taille, qui paye pour l'outil de gestion, en moyenne, on est sur du 40-50 € OK. par mois. Mmh. Donc moi, ça fait que mon panier moyen, il fait fois 7-8, Ouais. quoi. Ouais. Et ensuite, tu as, donc j'ai dit 20 des boîtes qui payent quelque chose, en plus de leur expert comptable. Et aujourd'hui, tu as 24 je crois, de ces boîtes qui payent quelque chose. Automatiquement, dès que tu payes quelque chose, Mmh. ça inclut un compte bancaire. Mmh. Encore faut-il l'activer. Mmh. Et aujourd'hui, tu as 25 à peu près des boîtes qui ont le droit au compte bancaire parce qu'elles payent leur abonnement, Ouais. qui l'utilisent. OK. Donc tu as de la Et marge de progression aussi sur ça? voilà, et moi, quand elles utilisent le compte bancaire, ça vient encore augmenter mon panier moyen, Ouais. puisque ça ramène aussi des sous en plus sur l'interchange, les dépôts, et cetera. Ouais. Et ensuite, tu dois avoir 25 de ces boîtes qui utilisent le compte bancaire, Ouais. dont je suis le compte bancaire principal. C'est-à-dire que j'ai tous les revenus bancaires possibles, Mmh. j'ai tous leurs dépôts, tous leurs interchanges, et cetera. OK. Et donc là, c'est là que tu es au «max» entre guillemets, OK. encore qu'aujourd'hui je faisais pas le paiement, je faisais pas le financement et tout. Ouais. Hem Et donc tout ça confondu, si tu prends, c'est un peu comme du e-commerce, hein, c'est un funnel e-commerce. Ouais, ouais. Tout ça confondu, aujourd'hui, le panier moyen de Pennylen, il est autour de 15 € par mois. Ouais. Heu, donc si tu compares avec ce que te prend un acteur qui fait uniquement de l'outil de prod, Mmh. je gagne beaucoup plus Ouais. par dossier que voilà. Ça fait que je peux réinvestir beaucoup plus en R&D. Mais je pense qu'il est important pour les gens qui nous écoutent de comprendre, c'est qu'on est entre guillemets que au début. Si tu compares, et on va en parler là sur la levée de fonds qu'on a faite, Mmh. hem, c'est intéressant, c'est que les investisseurs qui sont rentrés, ils ont beaucoup regardé en comparaison une boîte suédoise qui s'appelle Fortnox, OK. qui est un peu, on peut l'appeler le Pennylen suédois si tu veux. OK. Et la Suède et le monde anglo-saxon, c'est des marchés beaucoup plus mûrs. Ouais. Et en fait, si tu fais le même funnel, Ouais. donc Fortnox aujourd'hui, ils ont 50 de part de marché en Suède. Et ils ont été créés en 2001. Ils ont 50 de part de marché en Suède. Donc nous, Pennylen aujourd'hui, à peu près 20 on va dire. Fortnox, sur les 50 de part de marché qu'ils ont, ils en ont à peu près 60
où l'entreprise paye un truc en plus de son expert comptable. Nous, on est plutôt à 20%. OK. Tu veux dire que l'entreprise est cliente et l'utilise vraiment, comme outil de facturation Ouais, OK. enfin, et ça, normalement, nous, on pense que la facture électronique, elle va naturellement augmenter le taux d'équipement des entreprises. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on est que à 20%, c'est pas que les entreprises, elles utilisent un autre truc, hein. Mmh. C'est plutôt qu'elles sont encore avec boîte à Excel. chaussures, Excel, Word, Ouais. Et normalement, le fait qu'il y ait la facture électronique va aussi augmenter le taux de pénétration du compte pro, Ouais. puisque les gens voudront que d'un clic, un seul, ça paye, ça envoie le statut de paiement à Bercy et ça envoie le lettrage en compta. Mmh. Donc, enfin, le pari qu'on fait, c'est qu'on va augmenter un peu à chaque étape, entre Mmh. guillemets, de ce funnel. Ce que je dis toujours, c'est enfin, l'objectif qu'on a. Alors, bah, après, on va me dire qu'on est mégalo et même je prends le risque. C'est pas enregistré. Je prends le risque de partager cet objectif. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est de faire 1 milliard de chiffre d'affaires en 2030. Donc, ça veut dire qu'il faut faire x8 par rapport à aujourd'hui. Ouais. Et x8, en gros, c'est 2 au cube, hein, c'est 2 fois 2 fois 2. Mmh. Qu'en gros, c'est passer de 20% de part de marché à 40% de part de marché, Mmh. passer de 20% d'entreprises équipées en outils de gestion à 40% d'entreprises équipées en outils de gestion. Et monter le revenu du compte pro aussi par 2, qui peut être fait soit par un plus haut taux d'équipement, donc passer de 20 à 40% en équipement du compte pro, ou par le fait que tu as plus de clients qui en sont en compte principal, Mmh. ou par le fait que tu as des nouveaux revenus bancaires comme le paiement et le financement. OK. Et donc, en gros, ce que je te dis, c'est que Penny Lane peut tout à fait viser, sans faire des hypothèses complètement folles et sans aucune hausse de prix ou je ne sais quoi, dont les gens ont peur et dont on parle tous les jours. Mmh. Penny Lane, c'est un business qui peut faire 1 milliard de chiffre d'affaires qu'en France. Mmh. Pas en faisant des France, mais en plus. qu'en France, OK. sans faire des hypothèses complètement folles. C'est la thèse à laquelle souscrivent nos investisseurs et à laquelle on croit nous, quoi. Ouais. Tu parlais, de paiement et de financement. Ça veut dire que c'est la prochaine étape, pour Penny Lane? C'est un des leviers, en tout cas, pour aller chercher ces revenus complémentaires? Alors le paiement et le financement, je pense enfin, ça va, oui, générer un peu des revenus. Après, moi, je les vois avant tout comme des moyens de devenir plus facilement compte bancaire secondaire principal. Mmh. C'est pas tant un moyen de monétisation, c'est plus un levier de plus pour attirer. OK. Concrètement, aujourd'hui, quelqu'un qui a SumUp ou qui a un terminal fourni par le CIC, Mmh. on va pouvoir, nous, lui fournir un terminal qui est mieux, plus intégré à sa compta, intégré au e-reporting et qui, en plus, lui coûte moins cher. OK. Et donc, c'est plus un moyen un argument de plus pour qu'on devienne son compte pro, quoi. Ouais. Faut juste que du coup, j'imagine, mais on va le creuser après, devenir établissement bancaire ou, ça rentre un peu dans les questions qui piquent. On y arrive, on y arrive. Bon, tu as parlé de levée de financement, je suis ravi d'avoir posé des questions, c'est idem que les investisseurs, je pense que je vais me reconvertir. Non, mais blague à part, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi un peu l'histoire derrière et c'est quoi les sommes? Ouais. Donc, en gros, je dirais qu'à peu près en novembre-décembre, Mmh. nos investisseurs actuels nous ont dit, ça se passe super bien, qu'on est au-dessus du business plan, hein. Donc on aura fait à peu près 120-130% de croissance, cette année. Et donc, on s'est dit, enfin, il y a commencé à avoir de l'intérêt, qu'on n'a pas fait, nous, un process pour aller lever des fonds. On a eu des demandes entrantes. Et comme on l'a fait jusque-là depuis le début, on se dit qu'il vaut toujours mieux être prudent et que quand tu as de l'argent avec des super conditions, vaut mieux le prendre, tu sais jamais de quoi demain est fait. Mmh. Il faut quand même dire qu'un de nos actionnaires, notamment Sequoia, eux nous ont dit on ne sait pas de quoi demain est fait, la bulle de l'IA qui éclate et autres, ça peut te créer une longue période de 24 mois où plus rien ne se passe, etc. Ouais. Donc ils ont dit en vrai, là, tu as des super conditions, vaut mieux les prendre, quoi. OK. Après, nous, on est plutôt prudents. De toute façon, on est là pour le long terme, donc on se dit que c'est bon père de famille que de prendre ça. Ouais. Et donc concrètement, on a nos investisseurs actuels qui ont remis au pot et 2 nouveaux qu'on fait rentrer. OK. Au total, c'est 175 millions d'euros. Mmh. Et en échange, on a cédé 5% de notre capital. OK. Et ces 2 nouveaux acteurs, du coup, donc celui qu'on appelle en lead, celui qui fait le plus gros, s'appelle TCV. Mmh. C'est quelqu'un qui est assez spécialisé fintech. Il est au capital d'autres acteurs fintech, type Conto, Revolut, Molly sur les paiements. Voilà, c'est des gens Ah qui ouais, connaissent. OK. Voilà.
Et le deuxième qui s'appelle Blackstone Growth. Alors Blackstone, le nom est connu, c'est plutôt des gens qui achètent des immeubles, etc. Et Blackstone Growth, c'est leur branche spécialisée logicielle, très long terme. Ils ont par exemple fait Bolly aussi en Europe. Ils ont fait Anthropic, qui sont très, ils investissent énormément dans l'IA. Ils ont en gros mis des tickets dans tous les acteurs d'infrastructures d'IA. OK. Et moi, je connais, c'est un ami de lycée, celui qui gère Blackstone Growth. Et en gros, c'est des gens qui ils passent leur vie à scanner le marché des logiciels SaaS en Europe, quoi. Donc voilà, donc c'est les 2 acteurs. Ils souscrivent parfaitement à la thèse de Penny Lane, qui est que c'est un marché qui est en train de se transformer, que la facture électronique, c'est un truc qui booste naturellement le business, qu'on est là pour le long terme. Ils acceptent bien sûr tout ce qu'on leur a imposé, qui est la charte. Ils n'ont pas pour le coup, pas de présence au board, zéro. Ils nous ont montré leur modèle de BP. Pareil, comme je disais, zéro hausse de prix ou quoi que ce soit. Et donc, voilà, et l'ambition commune, alors c'est déjà de faire un leader français, mais si possible, comme on le dit depuis le début, si possible, faire un leader européen. Et je pense qu'ils souscrivent aussi à cette thèse que, plus que jamais, si tu veux que l'économie européenne elle résiste aux Chinois, aux Américains, il faut essayer de faire un espace économique européen plus fort, plus intégré, que ça passera sûrement par avoir plus d'intégration au niveau des taxes, de la TVA, de je sais pas quoi. La facture électronique est sûrement une première étape vers ça. Tu as déjà ce truc VIDA 2030, VAT in the Digital Age, qui va commencer à créer un peu des standards européens. Et donc moi, je pense que demain, ça ferait sens que d'ici 10 ans, tu aies un acteur européen de l'outil compta-gestion qui fasse que du coup, quand tu es une boîte française, tu puisses facilement aller faire du business avec l'Allemagne, l'Italie, et que ton expert comptable, il galère pas pour avoir les données de ta filiale italienne ou allemande pour te donner les bons conseils. Tu crois ça? Donc, ouais, moi j'y crois. Ouais. Et j'espère qu'on pourra être un de ces acteurs-là, quoi. Ouais. Et j'espère que les Allemands ont SAP, Ouais. qui est la plus grosse boîte de logiciels en Europe aujourd'hui. OK. SAP. J'espère que la France aura Penny Lane et qu'on pourra dire ils ont SAP, on a Penny Lane, quoi. C'est ça un peu mon Sur la rêve, question. voilà. OK. Du coup, Valo à combien? Bah, si tu fais les maths, j'ai pas les chiffres exacts, mais si tu fais les maths, 5%, c'est à peu près 3,5 milliards OK. En dollars ou pardon, j'ai en euros. en euros. OK. Bravo quand même. Mine de rien, tu vois, je revois le Bah, ça veut rien dire, hein. non, mais Alors, ça veut dire que j'ai les sous dans mon compte, hein. C'est pas de mon compte à moi, mais les comptes de Penny Lane. ouais. Ça fait qu'on a beaucoup de trésor. Concrètement, il nous restait encore beaucoup de la trésor d'avant. On n'a pas touché au tour d'avant. Donc, on a à peu près 300 millions d'euros de trésorerie. C'est-à-dire qu'on a les reins ultra, ultra solides, quoi. Ouais. On est ultra long terme, ultra patient. Ça veut dire aussi, je pense qu'on va en parler, que s'il y a des trucs M&A à faire, Ouais. on sait les faire. Quand je disais bravo, c'est surtout bravo pour l'exécution et ce que c'est un retour, hein, tu vois, qui revient à chaque fois, mais c'est que je revois le moment où on a déj il y a 5 ans et tu faisais des lignes, tu faisais de la saisie à la main pour comprendre le métier. Bon, voilà, c'est juste en ce sens où et puis c'est beau aussi un peu d'avoir d'ambition, de faire un leader, de fleuron comme ça, européen. On va parler évidemment de M&A une fois qu'on se dit que tu as tout ça en trésor, quand on voit toutes les consolidations, beaucoup d'opérations, dont on peut ouvrir le capot. Tu vois, j'avais, Éric Chauteau-Laurent, d'ACD juste avant, dans un épisode en début d'année. Pareil, tu vois? Vous avez le téléphone, tout le monde a le téléphone qui sonne. C'est quoi un peu ta vision aujourd'hui? Qui restera à la fin 2026? Qu'est-ce que tu prévois de faire? C'est vrai que le marché est assez fou. Ouais. Hem, alors, déjà, une conviction que j'ai, c'est que, mais ça, je l'avais partagé, je pense, il y a 1 an et demi à Contatech, pas la dernière, mais l'avant-dernière édition, qui est qu'un acteur demain, un acteur qui fait que de l'outil de prod, à mon avis, il est mort. Alors, déjà, parce que la facture électronique, enfin, tu dois maintenant pouvoir permettre à l'expert comptable de ramener son client dans son écosystème. Mmh. Et en plus, juste parce que d'un point de vue unit economics, ton panier moyen, si tu fais que de l'outil de prod, il est trop faible. OK. Et donc, tu ne pourras pas réinvestir assez en R&D pour être dans la course, quoi. OK. Ça, moi, c'est ma conviction. À quoi ça mène? Bah, l'opération de Cegid en décembre. Ouais. Cegid tierge, alors je crois que c'est 1,4 milliard OK. pour Shine Agueras, Ouais. pour dire: «J'ai un outil client digne de ce nom», quoi. Ouais. Ils disaient: «Il y aura BIM», voilà, qui au final, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'arriveraient pas à sortir un outil au niveau de ce qui est attendu. Voilà, et donc eu l'opportunité. Mmh. Hem, donc
Ça rebat un peu les cartes, tu vois, pour toi, une OP comme ça ça redonne en tout cas, ça donne un message, ça a clairement donné un message au marché. Comment, parce que du coup, en fait, je crois que Shine, du coup, est établissement bancaire aussi en France. Je parle sur la branche, française, donc accès, au Ouais. crédit. Ça bouge un peu, ça te fait, Alors, non, ils ont pas le droit de faire du crédit. OK, Ouais, c'est établissement de paiement, OK, pardon, comme Conto, quoi. d'accord. Enfin, pour moi, ça fait un peu pas très bien, mais pour moi, ça valide notre stratégie quand même. Ouais. Enfin, s'ils sont prêts à dépenser tant pour avoir un outil client, voilà. Mmh. Après, enfin, faut rester super humble et faut regarder, ce qu'ils vont en faire. Mmh. Je pense que avoir un outil client ne veut pas dire que cet outil client est bien intégré à ton outil de prod. OK. Donc enfin, pour moi, je continue de penser aujourd'hui que tu as seulement 2 acteurs qui ont le truc parfaitement intégré, c'est Time et Penny Lane. Mmh. Et je pense que le seul moyen, c'est que tu l'aies pensé comme ça depuis le début, quoi. OK. Et je pense qu'on est les 2 seuls à l'avoir pensé comme ça depuis le début. Mmh. Tous les autres acteurs vont essayer, parce qu'on voit que c'est le centre d'histoire, vont essayer de combler ce retard Mmh. en faisant des rachats. Mmh. Reste à voir dans quelle mesure ces gens-là vont réussir à, intégrer sans couture ces outils-là, quoi. Ouais. Et bah, le passé, en tout cas les acteurs historiques, Mmh. ils ont déjà fait ce jeu-là, hein. Sage, il a des outils de prod, des outils de gestion, des trucs. C'est pas pour ça qu'il a réussi à les intégrer. Ouais. Donc on va voir si ça change et ça se répète pas. Et donc c'est ça qui explique pour moi, le rachat, par Cegid. Mmh. Hem, je pense que c'est ça qui explique également, le rachat de Fool par Vispa, Mmh. qui en gros, bah, Fool ne fait pas assez de chiffre d'affaires parce que, pré-outil de prod. Mmh. Donc, en fait, à un moment, il voit qu'il va pas pouvoir rester dans la course. Donc je pense que c'est malin de sa part de se vendre maintenant. Mmh. Mais ça montre que, enfin, c'est sûr, et c'est un truc qui, enfin, je comprends que ça puisse faire peur aux experts comptables aussi. Mmh. C'est sûr que il va rester quelques méga acteurs, Ouais. parce que tu peux pas faire tout, outils de prod, outils de gestion, compte pro, et cetera, avec des petits moyens, hein. OK. On va dire que la barrière à l'entrée, Ouais. elle fait que monter avec le temps. OK. Tu vois, Hem, par exemple, je reviens sur Full Visma. C'est quoi, toi, avec la vision que tu as aujourd'hui, c'est quoi l'opération, en fait? C'est quoi pour moi, Full Visma? ils achètent un client, quoi. Ils achètent in extenso comme client. OK, d'accord. Alors, ils vont communiquer sur le fait que, c'est un partenariat industriel, mais concrètement, ils vont le laisser, Full vivre pendant 3 ans, Mmh. et dans 3 ans, Full est mort et ils vont, essayer de bouger les clients de Full vers Vers Income. OK, OK, OK. Ils Ouais, vont ta dire vision, mais ils vont ça diront la même chose, pas la même chose. ouais, ouais, mais justement, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de comprendre, Ça fait pas sens de garder 2 outils, séparés, OK. et de maintenir 2 outils séparés, et cetera. Ouais. Hem, donc voilà, ça, je pense que c'est un truc assez un mouvement assez fort. Je pense que tous les acteurs vont aller progressivement vers, intégrer du compte pro. Mmh. Bah, Cegid le fait en direct avec Shine, mais nous, on a été précurseurs avec Swan, mais maintenant tu as, bah, Fool, il avait commencé avec Swan, Microsoft avec Swan, Mmh. et cetera, hein. Donc je pense Tout que le monde maintenant a pris Swan, ça va continuer aussi, ouais. parce que, encore une fois, avant c'était nice to have, maintenant ça devient must have Mmh. d'avoir du paiement embarqué dans l'outil de gestion pour que, tout soit synchronisé. Mmh. Je pense que le mot-clé de la réforme de la facture électronique, c'est synchronisation. Il y a plein d'avantages, mais ça crée des enjeux de synchronisation. Il faut que Bercy, l'outil de gestion, l'outil de prod soient toujours d'accord. OK. Sinon, c'est un cauchemar. Et donc, tout ce qui peut t'aider à synchroniser va prendre de la valeur. Hem, donc je pense que tu vas avoir encore d'autres opérations de M&A, à mon avis, Mmh. sur le marché. Tu as un certain nombre d'acteurs historiques de l'outil de prod, qui soit n'investissent plus, soit sont en train de commencer à perdre des parts de marché. Mmh. Tu as la question pour chacun d'eux, j'imagine, de qu'est-ce que je fais ensuite, quoi? Ouais. Donc à mon avis, on va en avoir d'autres. Donc il pourrait y avoir ACD, il pourrait y avoir, Ageris, qui sont les À mon avis, c'est des acteurs qui, en ouais, tout cas, doivent être en train de se poser la question, quoi. ouais, Donc moi, je pense qu'on va avoir d'autres opérations. ouais. Je pense que tu vas avoir également d'autres opérations. Enfin, un des trucs que nous, on a commencé à, et je pense que là-dessus, c'est entre guillemets de notre faute, mais vu qu'on est si tu veux, une sorte de super app où tu as plein de fonctionnalités, Mmh. tous les gens qui font une brique qui, en fait, potentiellement, demain, est juste une fonctionnalité de Penny Lane, Mmh. ces gens-là, ils ont peur, et du coup, on les envoie dans les bras de Visma ou autres, hein. Mmh. Donc je pense que ces gens-là, je prends des gens comme Quanta, des gens comme,
My Company Files. S'il y en a encore d'autres dehors, c'est sûr que Ouais. et ils vont aussi aller un jour ou l'autre se revendre. Ouais. C'est un peu une course à la super app. Enfin, je pense que c'est comme ça que moi j'analyse le marché. Ouais. Et la course, c'est une fuite en avant. Voilà. Et tu as des gens qui ont une stratégie, la super app, mais en faisant du M&A. Ouais. C'est Donc concrètement Visma et Cegid. Ouais. Enfin, et derrière Visma et Cegid, rappelons-nous, c'est les 2 plus gros fonds de private equity du secteur. Donc c'est HG pour Visma Ouais. et Silver Lake pour Cegid et Silae. Ouais. Hem, D'ailleurs, je pense que le secteur de la paye 2026 va être quand même assez déterminant. C'est une question qui pique, qui arrive. On revient sur le Je payant. pense que ça va être assez déterminant ce qui va se passer dans la paye en 2026. Et je pense que, enfin, une des questions à se poser, c'est dans quelle mesure Silver Lake il va essayer tu vois, de packager Silae et Cegid OK. d'une manière ou d'une autre pour essayer de défendre Cegid. Ouais. Il est en train de perdre énormément de clients. Mmh. Voilà, donc je pense que c'est ça les grosses tendances de fond. Hem et moi, je continue de penser que la clé à la fin pour l'expert comptable, c'est pour nous éditeurs, c'est de l'accompagner dans sa transfo. Mmh. Je pense que l'accompagnement, c'est des outils, c'est aussi beaucoup d'humains. Mmh. Je pense qu'il faut pas de couture parce que, bah, si l'expert comptable, il se met à pousser des outils, mais qu'en fait, c'est pas bien branché, il va plutôt se tirer une balle dans le pied et donc moi, ma thèse, c'est qu'il faut que ce soit vraiment très bien intégré et qu'il faut qu'on puisse, vraiment générer des nouvelles lignes de revenus, pour les cabinets. Pour les cabinets. J'ai tellement de questions qui viennent de s'enchaîner, je sais que je vais perdre le fil. C'est que, je veux juste revenir, tu vois, sur, on n'a pas parlé de Time, tu en as parlé brièvement, qui est un peu le modèle, comme toi. Comment, tu vois Time aussi dans l'année, mine de rien? Je vais pas parler pour eux et Ouais. hein. Ce qui est sûr, c'est que nous, on les voit un peu moins en face. Ouais, Hem, je sais pas. ouais. Bah, enfin, faudra leur demander. Et sur Visma, en fait, si je traduis, hein, ce que tu dis, c'est que Penny Lane, c'est le all-in-one, vraiment, là où Visma, c'est plutôt plein de, boîtes autour, mais qui vont devoir créer des synergies. Et donc, ce qui est intéressant dans le rachat, de Fool, c'est que ça pourrait devenir Income qui deviendrait un peu la plateforme numéro un si tout s'intègre, dedans, quoi. Encore une fois, moi, je pense que Full, ça va juste ils vont juste killer et migrer, quoi. Ouais, ouais. Non, mais je veux dire, justement, dans la logique, ça voudrait dire qu'Income intégrerait, par exemple, du Fintesis, et cetera, tout en un, ou alors s'ils gardent, Ouais, alors faudrait que je leur demande à alors, eux direct. pour le coup, nous, Mmh. c'est une des réflexions, je pense qu'on va pas mal communiquer dessus. Mmh. Si tu veux, moi, aujourd'hui, j'ai fait Penny Lane. Mmh. Clairement, une de mes prochaines étapes, c'est plutôt de faire le Android. Disons que Penny Lane, c'est l'application Ouais. et maintenant mon but, c'est aussi d'aller remonter au niveau dessus, de permettre à chaque cabinet de pouvoir composer son bouquet d'applications OK. et ces applications pourront être Penny Lane, mais des applications de Visma ou autres. Donc on va, je pense, proposer au cabinet la possibilité d'avoir un portail, OK. heu, où ils puissent mettre, n'importe quelle application. Donc ça, je pense pas que ce soit voilà, la question, c'est est-ce que tes applications cœur, Mmh. est-ce que donc ce que j'appelle cœur pour moi, c'est, la prod, Mmh. la gestion de Mmh. ton client, la paye et la GI. Ouais. Est-ce que ça, c'est vraiment bien connecté ou est-ce qu'il y a de la couture, quoi? OK. Donc une fois que toi donc OK, donc Penny Lane, c'est ton cœur et après toi, tu veux monter en forme OS, donc Penny Lane, le moteur de gestion du cabinet et après derrière, tu vas pouvoir y brancher, On est déjà branché avec tous les ouais, enfin, nous, on a des API ouvertes avec tout le monde, hein. OK. Tu prends les outils de la suite Visma, je suis connecté avec, Chaintrust, avec Ouais, Synthesis et cetera. ouais. Pas plus que Income est connecté avec eux, quoi. Ouais. C'est juste que par contre, le câble qui veut avoir tout ultra bien branché au même endroit, Mmh. on sait lui faire. Mmh. Tu parlais de du coup, j'ai la question me suit, c'est tu parlais de ressources, de lignes de revenus complémentaires. Hem, c'est quoi là, les lignes fin, tu vois, début 27, c'est quoi les lignes de revenus complémentaires qu'on peut ajouter dans les cabinets? Alors, déjà, je pense que et je vois que pas mal de cabinets se trompent là-dessus. Enfin, je pense qu'il faut que le cabinet se demande, comme tu dis, quels vont être ses revenus complémentaires demain. Mmh. Pour moi et revenus et marge. Mmh. Je pense qu'il faut jamais que le cabinet l'oublie. Son plus gros driver de marge, c'est le gain de productivité, quoi. Mmh. Que j'ai des cabinets qui me disent: «Ah, Penny Lane, tu me redonnes que, 20 de marge sur l'outil de gestion. Je margeais à 30 quand je revendais, tel autre outil, Meg ou je sais pas quoi». Mmh. Honnêtement, quand tu vas vendre un outil à 20 € à ton client, Mmh. que toi, cabinet, tu prennes 4 € ou 6 € dessus, Mmh.
c'est pas ça qui va changer ton PNL, quoi. Mmh. Ce qui va changer ton PNL, c'est est-ce que sur ton revenu principal à 250 € de ta mission de compta, Mmh. est-ce que tu vas gagner 10 ou 20 de productivité? C'est ça qui drive ta marge, quoi. Mmh. Donc ça, c'est le truc numéro 1 pour moi. Le gain de productivité, c'est C'est le premier. combien le cabinet va gagner de productivité. OK. Et pour moi, dans le monde post-facture électronique, ce gain de productivité, il va être en très, 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 très grande partie déterminé par le taux d'usage de tes clients des outils de ton écosystème. Mmh. Plus tes clients ils vont utiliser les outils bien branchés avec ton outil de prod, et cetera, Mmh. plus ça va être automatisé, plus tu vas gagner de temps. Et le taux d'usage de tes clients, il va être déterminé par la qualité de l'outil client Mmh. que tu mets à disposition de tes clients. Plus tu leur donnes des outils pas top, plus tu as de la déperdition et tes clients, ils vont aller voir ailleurs, ils vont aller prendre l'outil de leur banque, ils vont aller prendre. Mmh. Donc, je pense que ça, faut vraiment que les cabinets, là, on est en train de bosser sur un simulateur pour vraiment que le cabinet il puisse estimer en amont. Le gain de productivité, justement, si tout Gain de on productivité et gain de marge, quoi. Ouais. Enfin, et transformer tous ces beaux trucs en euros, sonnants et trébuchants. Mmh. Mais je pense vraiment qu'il faut que le cabinet il ait ses ordres de grandeur en tête. Ensuite, je pense que le deuxième plus gros potentiel de gain de revenus pour le cabinet, ça va être les services, les nouveaux services qu'il va pouvoir vendre à ses clients. Mmh. Et ces nouveaux services, il sera possible de les vendre s'il a équipé son client en amont de l'outil de gestion. Mmh. Sinon, il devra aller délivrer ses services sur l'outil du Crédit Agricole où il va perdre un temps fou, ça va être mal connecté, ça va être galère, quoi. Mmh. Donc, par contre, le service, là, le cabinet, il va marger à beaucoup de pourcents, quoi. Mmh. Et donc, ces services-là, je pense, ça va être cher client, je peux valider pour toi tes factures d'achat. Mmh. Je peux mettre en paiement les factures d'achat pour toi. Mmh. Je peux t'aider à te protéger de la fraude là-dessus. Je peux faire du cost killing sur tes factures d'achat. Mmh. Je peux t'aider à optimiser ta trésorerie. Je pense que vont beaucoup se développer tous les services de financement, microfinancement, Mmh. de pouvoir faire du buy now, pay later, de pouvoir mettre en affacturage des factures de vente, ce genre de Ouais. choses. Mais ça ne sera pas directement intégré dans l'outil? Bah, pour moi, c'est le cabinet qui va pouvoir OK. piloter, quoi. Enfin, nous, on fait l'infra qui fait que tu peux accéder du Mmh mh. financement. Mmh. Mais c'est le cabinet qui doit piloter, quoi. OK. C'est pas Parce que moi, pour le coup, je le voyais en tant que client. Je me dis: «OK, bah, je suis client, je suis sur mon interface Penny je vois que je vais recevoir donc la facture. Je peux cliquer sur payer la facture et puis ensuite, je vais avoir un petit onglet comme sur Conto». Tu vois, Conto, il m'envoie un mais mail par je semaine. pense que tu es pas un client représentatif Ouais, du cabinet. ouais. Tu te connectes dans ton outil. OK. Tu es dans les 20. Ouais. Tu as 80 de gens, ils faisaient papier à la main, et Je cetera. vois ce que tu veux dire. Ils sont très contents de déléguer à leur Mmh. cabinet le fait de gérer leur boîte, quoi, OK. et de, eux, continuer à utiliser leurs process existants. Mmh. Hem, donc oui, tu as une certaine partie des clients toujours qui voudront faire plus tout seuls, et cetera, mais c'est pas C'est pas le moi, c'est cœur, pas ça va pas être la révolution à ce point-là, quoi. C'est-à-dire que OK. Et ensuite, donc là, je t'ai parlé de toutes les missions que le cabinet peut développer sur le poste fournisseur. Mmh. Après, tu as toutes les missions sur le poste client. Mmh. Alors ça va du plus simple, la facturation. Ouais. Pour ton client qui veut toujours pas facturer avec la facture électronique, il va te donner un Excel et c'est toi, cabinet, qui va importer l'Excel et générer les factures. Waouh. La relance, pareil, recouvrement de créances. Ouais. Tu as des cabinets qui sont en train de racheter des huissiers pour développer ça. Ah ouais? Enfin, donc pour moi, c'est tous ces services. Mmh. Enfin, en gros, c'est du RAF à temps partagé, du DAF à temps partagé, du contrôleur de gestion à temps partagé. Mmh. Quand tu montes dans la boîte, du comptable à temps partagé, Mmh. si c'est une PME où tu es en révision. Mmh. Ça peut être ouais, pilotage de trésor à temps partagé. Enfin, Ouais. c'est tous ces trucs à temps partagé. Et pour moi, faut pas oublier que le cabinet, il a quand même des collaborateurs aujourd'hui, Mmh. heu, dont une certaine partie n'auront plus les tâches qu'ils faisaient à faire. Ouais. Et donc, c'est comment tu réemploies ces collaborateurs. Je pense que ça, c'est les missions parfaites Mmh. pour aller former des collaborateurs et qu'ils puissent basculer sur ces missions-là, qui sont peut-être les plus proches Ouais. de ce qu'ils faisaient jusque-là, quoi. Et eux, ils comprennent, enfin, si la gestion, elle est bien faite, Mmh. bah, ça va bien automatiser en compta derrière, et cetera. Ça, je pense que c'est l'autre grande opportunité pour les cabinets. Mmh. Et là, même histoire, bah, si tu veux bien marger quand tu fais ces missions-là Mmh. et aussi être bien sécurisé pour qu'il y ait pas un collab qui part en vrille et qui fait un paiement et je sais pas quoi, Mmh. bah, là, c'est la qualité de l'outil Mmh. qui va déterminer si tu sais bien faire la mission, si tu es à l'aise, si ton collab, il doit pas se former pendant 3 mois pour réussir à faire le truc, et voilà. Mmh. Je pense que les autres revenus
tu vas avoir tous les revenus liés au compte pro, mais ça, je crois que tu voulais en parler dans les Ouais. questions piquantes. Mmh. C'est dans quelle mesure le cabinet, il peut, gagner des sous. Là, moi, ma thèse de base, hein, c'est que tu regardes, alors je cite toujours Crédit Agricole, mais j'ai rien contre eux, mais toutes les autres banques, c'est la même chose. Mmh. Dans les 5 dernières années, Crédit Agricole, je crois, a fermé 400 agences. Mmh. Les cabinets, ils ferment pas les agences Mmh. et donc ils viennent pour moi, ils sont légitimes pour venir juste remplacer le vide laissé par les fermetures d'agences du Crédit Agricole OK. et proposer les mêmes services que proposait avant le conseiller bancaire du Crédit Agricole et donc proposer le compte pro, proposer des cartes, proposer les terminaux de paiement et cetera et je pense que c'est légitime que le cabinet, il puisse, un peu gagner sa vie là-dessus. Mmh. Hem, Alors là, c'est intéressant, ça veut dire qu'en fait, donc les agences bancaires ferment et toi, tu vois les cabinets de proximité comme étant des relais de potentiels. moi, quand il y a un cabinet qui vient me voir et qui me dit: «Est-ce que tu penses que je devrais fermer des bureaux et rationaliser?» Je lui dis: «Ne fais surtout pas ça». Mmh. Ce que pour moi, le truc numéro un que les clients des cabinets recherchent, Ouais. c'est même pas un comptable, Oui, c'est c'est enfin, humain. c'est rompre la solitude de dirigeant d'entreprise. Mmh. Le problème numéro un du dirigeant ou de la dirigeante d'entreprise, c'est la solitude Mmh. et donc c'est ce qu'ils veulent, c'est un confident, copilote, enfin tout ce que tu veux Mmh. et donc je pense vraiment que le plus gros actif que les cabinets, ils ont, c'est la proximité et la confiance qu'ils ont avec leurs clients Mmh. et dans des temps de transformation, je surinvestirais là-dedans. Mmh. Heu et je pense que par contre, il faut réfléchir à comment tu monétises ça. Mmh. Ça peut être en donnant des services, mais ça peut être aussi en donnant, comme je te l'ai dit, des services qu'avant vont donner le Crédit Agricole ou Ouais, OK, intéressant. Bah, justement, tu vois, tant qu'on est sur le sujet, tu vois, la question qui pique, c'est, par rapport à ce que la position de l'ordre, comment toi tu te positionnes? Enfin, comment Fenelin se positionne? C'est quoi ta vision du sujet? alors, Sur les déjà rétrocommissions? ouais, déjà pour être tout à fait clair, notre position sera celle de l'ordre, hein. Mmh. Donc nous, ce qu'on a fait et c'est le 10e engagement de la charte, c'est on travaillera toujours en bonne intelligence avec les instances, et donc concrètement, nous, on est, à ma connaissance, le premier acteur à avoir saisi l'ordre. Mmh. C'était il y a 1 an et demi. Donc je crois en octobre 2024, on a saisi le conseil régional de l'ordre, Île-de-France, Mmh. en lui demandant: «Peux-tu s'il te plaît nous dire ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire?» OK. sur ces sujets de revenus liés au compte pro. Mmh. Le conseil régional de l'ordre Île-de-France a dit: «Je ne sais pas te répondre». J'escalade au CNO, au Mmh. conseil national, et donc moi j'ai été auditionné par une commission du CNO en septembre, qui m'a reçu et où moi j'ai donné mon avis. Mmh. Et bien sûr, c'est l'ordre à la fin qui va décider. Moi, ce que je vais te donner là, c'est que mon avis et nous, bien sûr, on se pliera à ce que seront les décisions. Ouais. Mon avis, c'est que, donc moi, en tant qu'éditeur Pennylen, Mmh. ce que je sais, c'est que l'expert comptable, il a intérêt à pousser son client à ouvrir des comptes pro, Mmh. non pas pour aller, gratter, quelques euros, mais avant tout parce que plus le paiement est embarqué dans l'outil de gestion, plus lui, l'expert comptable, Mmh. ça automatise le lettrage et ça améliore la synchronisation statut de paiement lettrage, quoi. Tout ce qu'on a dit avant et puis ça permet de faire l'émission. OK. Donc ce que je peux garantir, c'est que les experts comptables, ils sont pas en train d'aller, quelles que soient les commissions qu'ils notent, ils sont ils sont pas en train d'aller ouvrir des comptes pro pour prendre quelques euros en Mmh. plus, à gauche, à droite, quoi. Mmh. En revanche, dès lors qu'un client d'un expert comptable, il ouvre un compte pro, ce qui est sûr aussi, c'est que moi, mécaniquement, que je le veuille ou non, en Mmh. tant que, compte pro, je touche des sous. Alors, faut rappeler aussi quand même que le compte pro de Peniel, il a la spécificité, aujourd'hui, une banque classique, elle fait 25 de son chiffre d'affaires sur ce qui est visible. Donc c'est, les abonnements, les commissions de mouvement, les frais bancaires et cetera Mmh. et 75 ce qui est invisible Mmh. et ça, c'est donc notamment les rémunérations des dépôts par la banque. C'est ce qui sort pas de la poche du client. Mmh. Moi, Pennylen, j'ai essayé de m'asseoir sur les 25 que je suis un peu un free de la banque, hein, Mmh. free l'opérateur. Je casse les prix, et c'est super transparent et tu es garanti que tu as aucune mauvaise surprise. Mmh. Donc il y a un intérêt en plus pour le client de l'expert comptable, au-delà de l'expert comptable qui gagne en productivité, il dit à son client: «Bah, maintenant il y a un truc free, de compro, tu as plus tu économises», je sais plus combien, mais en moyenne, je crois qu'une boîte, elle paye 40 € par mois de Mmh. frais bancaires Non, officiels, voilà. je ne Donc a dit, ouais. l'expert comptable, s'il équipe son client du compro, il fait économiser à son client 40 € par mois de frais bancaires. Mmh. Moi, je m'assois sur ces 40 €. Mmh. En revanche, il me reste, que je le veuille ou non, les 75 restants, Mmh. ils tombent dans ma poche. Qui est lié au dépôt. Dépôt et interchange, Ouais. donc l'utilisation des CB. Mmh. Donc dépôt, c'est rémunéré par la Banque centrale européenne qui, moi,
pas moi directement, mais C'est Rémi qui versent à Swan, les Swan me repartagent sur les dépôts. Et interchange, c'est quand toi tu utilises ta carte, c'est le commerçant qui encaisse, qui paye sa commission à la fin du mois, la même qu'il aurait payé avec quelle carte que ce soit. Seulement la commission de la carte va dans ma poche plutôt que dans la poche de Conto ou du Crédit Agricole. OK. Moi, il me paraît juste de repartager une partie de cette manne que je reçois. Alors aujourd'hui, qu'on se le dise, hein, c'est 10 de mon chiffre d'affaires global. C'est pas un truc gigantesque, mais je pense que ça va monter. Parce que c'est 10 de mon chiffre d'affaires, alors que c'est seulement aujourd'hui peut-être, allez, même pas 1 des boîtes dont je suis le compte principal, c'est-à-dire où je capte tout. Ouais, la poupée russe que tu as expliqué au tout début de l'épisode. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il a le grain. Enfin, si tu es expert comptable et que ton client, il est prêt à payer, disons, 20-30 € par mois pour un outil de gestion facture électronique, ce même client, aujourd'hui, je peux te dire qu'il ramène 200 € par mois à la Société Générale. Et donc, si moi, on arrive à prendre ces 200 €, c'est infiniment plus que ce que l'expert comptable. Si l'expert comptable, il marge à allez, même 40 sur ces 20 €, et qu'en fait, ça veut dire qu'il gagne allez, 8 €, je peux te dire qu'il y a beaucoup plus à gagner sur les 200 € qu'on arrive à piquer éventuellement à la Société Générale. Maintenant, la question, c'est est-ce que. Donc, moi, je trouve ça légitime de repartager ce truc-là avec les experts comptables. Aujourd'hui, moi, le système que j'avais imaginé, c'est tout simplement de dire, je fais baisser le prix, donc c'est pas une commission, Ouais. c'est que je fais baisser le prix d'achat de la licence que l'expert comptable me paye moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose que ne peut pas faire une banque, typiquement, qui vend rien à l'expert comptable, hein. Mais je fais baisser le prix d'achat de la licence, Tu fais une remise mensuelle. une remise, voilà, sur l'abonnement que l'expert comptable me paye. Hem, Moi, j'estime que c'est pas Une commission. une commission. Mmh. Hem, Après, là où et donc moi, c'est ça que j'ai expliqué à la commission. Au passage, la commission, elle était très, c'était pas du tout, inquisiteur, accusateur. Ils écoutent. C'était: «On veut comprendre comment ça marche, quels sont les enjeux, et cetera». Heu, Là où ce que moi j'ai dit à la commission, c'est ce qui est sûr, c'est que je l'ai dit juste avant, le plus gros actif que l'expert comptable il a, c'est la confiance qu'il a avec son client et cette confiance, elle est liée à sa neutralité. Donc je pense qu'il faut absolument tout faire pour préserver ça. Et donc je pense que clairement, on est sur une ligne de crête, parce que ce que m'a dit cette commission, c'est en fait, le problème, c'est que tu peux pas traiter ce sujet compte pro indépendamment de toutes les autres rétrocommissions. La crainte que leur a, c'est parce que moi je leur dis, c'est même pas vraiment une rétrocommission dans le sens où c'est pas quelque chose que le client il paye, tu vois. De toute façon, il aura un compte pro. S'il l'a pas avec toi, il l'aura avec Société Générale. Ouais. Et c'est pas genre, tu lui as pas vendu un produit de placement financier. C'est juste genre, il a des dépôts et voilà. Après, ce qui est sûr, c'est que si tu ouvres une brèche, bah, peut-être que la crainte, je pense, de l'ordre, c'est des instances, c'est de dire: «Si j'ouvre une brèche, demain, j'ai des cabinets qui vont, faire un peu, tout et n'importe quoi avec, la gestion de patrimoine, avec, les mutuelles, avec je ne sais quoi». Et donc je pense que de toute façon, il faut encadrer. Je dirais que moi, le rêve que j'ai, c'est que, heu enfin, je pense que si tu veux vraiment préserver l'indépendance et la neutralité des experts comptables, il faudrait que, il y ait tous les acteurs financiers, concrètement que nous, typiquement demain, l'expert comptable, il puisse dire: «Bah, en fait, j'ai envie pour ce dossier-là de partager les données avec, Sogé, BNP, Crédit Agricole et toutes les banques». Nous, Pennylen, on a négocié des contrats cadres avec chacune de ces banques et qu'en tant qu'expert comptable, tu saches que quelle que soit la banque où tu vas envoyer ton client prendre le crédit, en fait, tu touches toujours la même chose. Et que du coup, tu sois pas biaisé à dire, au passage, je pense qu'aujourd'hui, les experts comptables sont si par exemple, quand tu prends les assurances, en vrai, ils ont pas un contrat avec toutes les boîtes d'assurance de la terre. Ils ont un contrat avec une et ils poussent telle, assurance parce qu'ils ont un contrat avec elle, quoi. Je pense que si tu prends l'assurance, ce serait pareil, ce serait mieux que demain l'expert comptable, il ait toutes les assurances et qu'il y ait une sorte de contrat cadre en amont où il sait que quelle que soit l'assurance qui va te recommander, il touche quelque chose, quoi. Je pense que c'est ça l'avenir. Ouais. Après, il faut, ça va pas se construire du jour au lendemain. Ouais. Et donc la question, c'est un peu quel est le chemin en attendant. Aujourd'hui, la position, moi, ce qui m'a été communiqué pendant cette commission et qui est à peu près en ligne avec ce que j'ai pu lire dans SICMag par la suite, c'est en gros si c'est une filiale, si Pennylen interagit avec une filiale non inscrite à l'ordre du cabinet, il ne faut pas que la filiale soit une coquille vide, hein. Il faut que ce soit une filiale qui typiquement porte l'activité intégrateur, enfin, OK.
installation, revente de logiciels auprès du client, Mmh. bah, en fait, là, il y a 0 sujet, hein. OK. Là, je peux repartager même, cette filiale, je pourrais même lui donner plus que Est-ce ce que ça qu'elle serait sur me business? voilà, OK. plus que ce qu'elle me paye en licence, hein. Ouais. Là, chacun se fera son avis sur, à quel point, Ouais. on contourne ou pas, quoi, mais voilà. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que, je pense que l'ordre, ce vers quoi il pousse et donc nous, on va aussi, pousser vers là, c'est plutôt que si le cabinet faut que ce soit le cabinet qui achète et qui revende la licence, au client et l'ordre dit aujourd'hui, toute commission est interdite, ça je le comprends tout à fait. Mmh. Donc la question qui reste, c'est est-ce qu'une remise sur prix d'achat est OK ou non? Mmh. Et ça, on attend nous la réponse officielle et après nous, on se pliera à ce que l'ordre nous dit, quoi. Mais ce qui me paraît évident et alors ce que je sais après moi, c'est que ce que je sais, c'est que les tu as quand même un certain nombre de cabinets qui disent: «Moi, j'ai compris que c'est un énorme gâteau, hein, Mmh. j'ai envie de pouvoir y manger un bout». Ouais. Hem, Ce qui en vrai se faisait déjà, enfin, avec des structures, qui étaient à côté sur le courtage en assurance et cetera, quoi. Mais c'est vrai que ouais, c'est les retours que tout le monde dit. mmh OK. Donc c'est ça aujourd'hui la position et l'affaire à suivre. Tu as un peu de délai? Tu sais un peu quand est-ce qu'ils vont statuer? C'est quoi les Bah, je pense que ça va être long. ouais, Donc je pense que ça va être long. ça va être Je long, ouais. pense qu'il y a un paquet de gens qui vont opérer avec des filiales non Ouais, inscrites à l'ordre pendant un certain ouais, temps. c'est ça surtout le sujet et que Et aussi, enfin, aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, tu que un petit nombre de cabinets qui sont vraiment intéressés au sujet, hein. mmh. Moi, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, j'ai, allez, peut-être un peu Quand moins tu de dis intéressé au sujet, pardon, c'est, qui perçoivent ou qui bénéficient de cette remise, nous, on a nous, c'est pas automatique. OK, Nous, c'est un programme à part où OK, il faut que le cabinet, il rentre dans le programme, d'accord. qu'il entame une démarche, Mmh. bah, typiquement de se tenir à jour de l'outil de gestion, de savoir former ses clients sur l'outil de gestion et Mmh. cetera. Que ce soit pas juste de: «Je te vends du compte pro», quoi. Et et ça aujourd'hui, c'est à peu près, allez, 5 des cabinets Mmh. avec qui nous on travaille, OK. qui sont dans cette démarche-là. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ces cabinets-là, Mmh. il y a des résultats, impressionnants, ils marchent beaucoup mieux Mmh. et après c'est aussi des cabinets qui marchent beaucoup mieux en productivité, quoi. Ouais. Oui, oui, tout ça tient en fait. Tu as Ça. toute la chaîne et tout ce qu'on a dit, préalablement. Le temps passe, mais j'ai encore quelques petites questions quand même qui piquent et il y a encore plein de sujets. Dans une des questions qui piquent, il y avait, est-ce que tu envisages, et ça pourrait coller avec tout ce qu'on a dit un peu, les sujets, paye et RH? Alors c'est pas dans notre typiquement, là, quand on lève, 175 000 000, comme je t'ai dit, on a une sorte de BP. Mmh. Dans notre BP, il y a pas la paye et la RH, quoi. Il y a pas le développement d'un outil où il y a pas le rachat? Il y a Il rien, y a pas la il y paye a rien, RH? voilà. OK. Après, la manière dont moi je regarde le sujet, Mmh. c'est je veux pas que ça me bloque dans donc moi ma colonne vertébrale, Mmh. c'est toujours la même, c'est compta, gestion et services financiers autour de la gestion Mmh. et tout ce qui est la GI, Mmh. de vraiment aider le cabinet à opérer sa mue de, cabinet d'expertise comptable à boîte de services pluridisciplinaire Mmh. qui doit, pour moi, bien connaître ses clients, bien savoir les servir. On investit énormément dans cette partie, Mmh. s CRM, heu, automatisation de workflow, Voilà. et cetera. Mais la partie, RH paye, pour moi, c'est, en dehors de ma colonne vertébrale. Ouais. Après, ce qu'il faudrait pas pour moi, c'est qu'un acteur, je te parlais tout à l'heure de Ouais. Silver Lake. Mmh. Si demain Silver Lake, dit à un expert comptable, en fait, pour avoir Silae, tu es obligé de prendre Cegid. Mmh. Bah, moi, ça peut mettre en danger, Mmh. le fait que moi, je sois, que dans ma colonne vertébrale et que je fasse pas tout. Mmh. Et donc, il faut que je puisse amener une réponse à ce cabinet-là qui dirait: «Bah, attends, oui, mais Silver Lake, ils me disent, j'ai le package, quoi». Mmh. Donc moi, un des trucs que je regarde, c'est comment je sais aussi proposer Mmh. des packages. J'ai pas forcément besoin de développer ou de racheter, ça peut être des partenariats, stratégiques avec d'autres éditeurs de paye. Mmh. Ça, c'est des choses Que tu regardes, que je regarde. Si jamais un jour on a une opportunité, je dis pas jamais, quoi, Mmh. mais c'est pas dans notre feuille de route stratégique, quoi. Mmh. Après, quand tu regardes les gros éditeurs dans le monde de compta, je pense quand même que 90 ont une paye. Mmh. Après, je pense que la France est vraiment spécifique parce que la paye est vraiment complexe. Mmh. Mais donc je dis pas qu'on n'aura jamais de paye,
ce que je peux te garantir, c'est qu'on n'en construit pas nous. Mmh. Donc si on en a une, à mon avis, ce serait plutôt par, partenariat Mmh. stratégique ou rachat, quoi. OK. Parce que c'est vrai qu'il y a pas eu, il y a pas eu, si ce n'est Billy, il y a pas eu de rachat, tout s'est fait toujours en interne, en organique, dans le développement, quoi. Ouais. Et tu voyais d'autres trucs? Ouais, faut avoir en tête que, enfin, c'est comme un cabinet, hein. Mmh. Tu demandes à un cabinet: «Est-ce que tu préfères développer ton cabinet de façon organique ou racheter un autre cabinet?» Mmh. En vrai, il préférera toujours Ouais. développer de façon organique. Bien sûr. Racheter un cabinet, c'est compliqué, hein. Ouais. Faut intégrer, faut que la greffe, elle prenne. Ça permet parfois d'aller plus vite, mais enfin, je veux dire, si tu as le choix, Mmh. tu préfères toujours faire en organique. Ouais. Pareil, ça coûte cher quand même de racheter. Mmh. Faut avoir en tête que, un Visma, alors, je pense que si tu, combines le chiffre d'affaires de Income, Full, ChainTrust, Fintesis, enfin tout ce qu'ils ont racheté en France, à mon avis, ça fait, moins de 100 millions de chiffre d'affaires annuel. Mmh. Nous, on est à 120 millions. Mmh. Et je pense que pour arriver à ces 100 millions de chiffre d'affaires annuel, ils auront dépensé à peu près 500 millions. OK. Et nous, aujourd'hui, on a dépensé à peu près entre 100 et 150 millions. C'est infiniment plus efficace, tu peux te Mmh. le permettre. Mmh. Et enfin, pareil, hein, aujourd'hui, quand ils rachètent, enfin, nous, on embauche 40 personnes par mois. Mmh. Après, il faut l'infra pour absorber ça, et Mmh. cetera. Quand Visma, ils rachètent, je sais pas moi, ChainTrust, c'est 20 personnes. Donc nous, c'est comme si on rachetait un ChainTrust par mois, si tu veux, Mmh. mais en organique, quoi. Mmh. Et normalement, c'est plus efficace si tu fais en organique. Et j'avais le même sujet sur les, j'ai oublié. Enfin, tu as la partie, rachat. Bah, j'ai oublié, mais ça va me revenir ce que je voulais te dire. Mais vas-y, si tu veux le temps, parce que je voulais te parler des rachats de cabinets justement, parce qu'il y a la financiarisation et tu l'as dit, c'est le gros trend qu'il y a eu en 2025. Comment tu vois toi ce trend, continuer et surtout, tu vois, on est au début en vrai, si ce n'est, Kerogo, qui a déjà fait, sa première opération et je la reçois d'ailleurs, demain pour un épisode, histoire de voir où ça en est. Mais sinon, on a assez peu de recul sur, quelles sont ces opérations. Toi, par rapport à ce que tes investisseurs peuvent voir, ce que tu vois du marché international et cetera, comment tu vois, la greffe par rapport à tous les projets qu'on a vu sortir, l'an dernier? Je vais dire vers où ça va et comment tu vois le truc? Je suis curieux, hein. Je Ouais. pense qu'il faut avoir une boule de cristal pour, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ça s'accélère en France. Ouais. Moi, j'ai quand même un certain nombre de cabinets avec qui je travaille, Mmh. qui ont fait des opérations. Mmh. Donc, tu citais Kerogo, avec qui on travaille depuis le début. Mmh. Moi, je travaille avec, Numance, par exemple, Mmh. Ridge. Mmh. On travaille aussi avec, Hendrix. Donc tu as un certain nombre de nos partenaires qui font des Ils sont opérations. dans cette démarche, quoi. BDO, a pas fait d'opération, mais qui est aussi dans une stratégie de croissance externe. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que tu vas avoir de la consolidation, du coup. Mmh. Je pense que la facture électronique, tout ça, enfin, en gros, tu as mécaniquement des cabinets petits, moyens qui se disent: «Avec tous les changements qui arrivent, sur mon marché, Mmh. tout seul, je vais pas m'en sortir. Ouais. J'ai besoin de m'adosser à un acteur plus fort qui peut investir, qui peut, amener une vision plus strat, qui peut m'aider dans une migration», Mmh. ce genre de choses, quoi. Hem, donc à mon avis, c'est que le début, ça va Mmh. s'accélérer. OK. Hem, je pense quand même que tu as un vrai sujet sur le fait que les prix des cabinets, grimpent Ils quand ont même collé. pas mal, quoi. Mmh. Récemment, là, j'ai un expert comptable qui me disait qu'il y avait des petits cabinets qui partaient à 3 fois le chiffre d'affaires. Ah ouais? Ah, je l'ai pas eu encore Alors, celui-là. j'ai pas vérifié, hein, Ouais. mais Rumeur qui court. enfin, c'est vraiment, ça s'envole. Donc, Ouais. je pense que tu as quand même une vraie question. Après, ce que j'entends, c'est que les valos dans d'autres pays Mmh. sont encore beaucoup plus Ils sont plus élevés. élevés, quoi. OK. Et je pense que ça, c'est pas parti pour s'arrêter tout de suite. Ouais. La vraie question, et je pense, moi, c'est ce que je dis à tous les experts comptables, c'est enfin, faut le faire pour une raison. Mmh. De même, quand tu lèves des fonds, quand tu es un éditeur, enfin, faut pas lever des fonds pour lever des fonds. Mmh. Mmh. Hem, Si tu es cabinet, je pense, applique-toi la même rigueur. Mmh. Et si tu le fais, choisis le bon partenaire, Mmh. notamment un partenaire qui est long terme. Parce que ce qui est sûr, c'est que sur le papier, il y a énormément de leviers pour aller augmenter le revenu, la marge. Mmh. Par contre, ça passe par de la transfo humaine. Mmh. Et la transfo humaine, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et donc, il faut qu'un partenaire qui comprend ça Mmh. et qui va pas te mettre la pression, tous les jours à te dire, pourquoi tu as pas encore, les résultats, et cetera, quoi. Ouais.
J'ai une autre question, celle-là, elle pique pas des masses, mais je me suis dit, comme je leur pose toujours, je pose toutes les questions qu'ils posent. C'est quoi, toi, ta vision internationale? C'est quoi les next steps? Il y a l'Allemagne qui ouvre. Quels sont tes prochains pays? Et Alors déjà, juste quand on dit on ouvre l'Allemagne, enfin en vrai, donc nous, ça nous a mis, disons 5 ans pour vraiment avoir un produit assez mature en France. Mmh. On espère que ça nous prendra que 2 ans pour avoir un produit mature en Allemagne et on a commencé il y a 1 an. Mmh. Donc là, aujourd'hui, on n'est pas en train de faire du développement commercial en Allemagne. Mmh. On est concrètement en train d'avoir des cabinets pilotes Mmh. qui mettent des premiers dossiers, hein. C'est là où on en est et on va pas brûler des étapes, on va pas se brûler les ailes. Le but, c'est vraiment de co-construire la solution avec les experts comptables allemands, Mmh. comme on a fait en France, Mmh. être sûr qu'ils soient satisfaits avant de vraiment la déployer à plus grande échelle. Mmh. Ce que je peux dire, c'est qu'en Allemagne, là où je suis rassuré, c'est qu'il y a de la demande. Mmh. On a à peu près aujourd'hui, 2 à 3 cabinets d'experts comptables allemands qui remplissent un formulaire sur notre site en disant: «Je veux en apprendre plus sur Penny Lane», sans qu'on ait de commercial ou autre. Et quand tu leur parles, ils ont les mêmes attentes qu'avaient les experts comptables français, à l'époque quand on se parlait, qui est: «Je veux mieux collaborer avec mon client. Datev, c'est super, comme, Cegid, c'est super. Mmh. En revanche, c'est pas pensée client. Du coup, mes clients, ils se sont dispersés à aller prendre des solutions de pré-compta. Mmh. Pour moi, c'est galère. J'ai envie plutôt de reprendre le contrôle et de mettre mon client dans mon écosystème», voilà. OK. Hem, donc l'Allemagne, j'espère que enfin, ça va pas être encore matériel d'un point de vue, chiffre d'affaires cette année. La facture électronique arrive là-bas 2027-2028, donc nous, notre but, c'est d'être prêt pour pouvoir surfer la vague, Mmh. là-bas. Heu, Où est-ce qu'on sera ensuite? Clairement, on regarde les autres pays européens et on espère pouvoir commencer à bosser sur un 3e pays, Mmh. vers la fin de l'année. OK. Et je regarde, sans trahir de surprise, on regarde la Suisse, on regarde l'Espagne. Mmh. L'Espagne, ce qui est intéressant, c'est que tu as la facture électronique qui arrive. Mmh. On regarde, Royaume-Uni qui est toi, tu as déjà Ah été ouais? pas mal, avec Countex et tout. Ouais. Enfin, je pense que c'est un marché qui est beaucoup plus mûr, Ah ouais. beaucoup plus concurrentiel, tout ce que tu veux, mais qui est énorme. Ouais. Et Oui, mais alors là, pour le coup, tu t'adresses au marché anglo-saxon. voilà, mais donc Ah! historiquement, c'est un marché que j'aurais exclu, mais Mmh. je vois quand même que dès qu'il y a quelqu'un qui amène une innovation, bah, elle prend, quoi. Ouais. Et je pense quand même que notre produit, on évolue plus vite que Xero et QuickBooks, quoi, Mmh. et Sage, et donc peut-être qu'on peut quand même arriver, je pense qu'on aura moins de différenciation, mais on peut quand même, regarder. Ouais. Hem, Bah, c'est un peu les marchés qu'on regarde. Et du coup, sa question à lui, c'était le Portugal? Ah, je pense que je vois peut-être de qui tu veux parler, mais c'est un pays qu'on va regarder. Ouais. De manière générale, je pense que le sud de l'Europe a plus besoin de nous. Mmh. Enfin, tu vois, je pense que l'Allemagne, c'est un peu la limite. Au nord de l'Allemagne, Ouais. ils sont déjà là, quoi. Enfin, je te parlais de Fortnox en Suède. Ouais. Heu, tu vois? Fortnox, ils font pas partie de l'écurie, Visma pour le coup? Non, Parce qu'en haut, ils non. sont vraiment, Ouais. très bien dans C'est le leader en Suède et c'est pas dans et alors je te disais au tout début que c'était un des trucs qui avait été pris en comparable. Mmh. Pourquoi? C'est que Fortnox, c'était coté en bourse Ouais. en Suède OK. et il y a un fonds, qui a racheté Fortnox, qui l'a sorti de la bourse. Ouais. Et donc Fortnox, que en Suède, créé en 2001, voilà, ça a été racheté 5 milliards cash, en 2025 Mmh. par ce fonds EQT, un fonds européen. Mmh. Et donc ça crée aussi un peu un comparable parce que les fonds, ils veulent savoir quelle est la «valo juste» entre guillemets à payer pour gagner et tout. Ouais. Bah, là, tu avais un acteur qui faisait 200 millions de chiffre d'affaires, mais avec un marché saturé que dans ce marché. OK. Nous 120 millions, donc ils nous a une valo un peu plus basse, mais Mmh. cette valo, elle est enfin, je pense, c'est parfois des questions qu'on a, mais la valo qu'on a, elle est pas, quand tu la mets en comparaison, tu sais qu'il y a des gens qui sont prêts à payer 5 milliards cash pour acheter Fortnox, Mmh. quoi. Tu veux dire qu'il y a eu une opération qui a eu lieu sur le marché, C'est donc ça. du coup, ça te met vraiment Ouais, c'est pas hypothétique dans c'est de ça. se dire: «Tiens, il y a une bulle et ils ont un trend et cetera». J'ai encore quelques petites questions, qui piquent, je les prends à côté. Il y avait ce sujet bancaire et en même temps, tu as un des investisseurs qui est chez Conto. C'est On assez en a 3. vous avez 3 investisseurs? OK, comme ça multiplie, enfin, ça limite les risques et en même temps, vous êtes en face. Mais du coup, tu vois, il y avait le sujet, est-ce que tu envisages de racheter ou développer une solution bancaire, pour faire une concurrence égale à Conto? Et sinon, quelle alternative tu prévois? Mmh. C'est clairement un sujet que je regarde. Ouais. Je cacherai pas que c'est un sujet que j'ai regardé par le passé, M&A. Enfin, Mmh. pour moi, dans mon cœur produit, heu, enfin le cœur comptable, je vais pas faire de M&A à part si c'est pour racheter une base client comme, Visma le fait avec Food ou autre. Mmh. Hem, En revanche, sur le bancaire, je pense que c'est assez séparé. Mmh. Tu puisses faire éventuellement, Mmh. une opération. Hem, Aujourd'hui, je suis satisfait, de ce que j'ai avec Swan. Je suis le plus gros client de Swan, Ouais. où j'ai un bon deal, avec lui que n'auraient pas d'autres.
avec lui en termes de partage de valeur. La question, c'est à quel point tu deviens trop gros et à quel point à quel point tu maîtrises ton expérience utilisateur. L'exemple que je prends toujours, hein, c'est qu'aujourd'hui, Swan, comme il bosse avec plein de gens, forcément, l'expérience qu'il te donne, elle est un peu moins custom. Si toi, tu vas chez Crédit Agricole, tu vas avoir une interaction avec ton conseiller, tu vas lui dire: «Écoute, moi, aujourd'hui, j'ai tout au Crédit Lyonnais, mais je suis bon client, j'ai 5 SCI, j'ai ma boîte et cetera. Là, j'ouvre juste un compte pour ma première SCI, heu, on va voir comment ça se passe et puis si ça se passe bien, je mettrai plus». Ouais. Le mec du Crédit Agricole, il va appeler sa direction, il va dire: «OK, on va faire un service un peu, gant blanc pour Alexis, on va pas, c'est un mec, je lui fais confiance, il est envoyé par son expert comptable, je vais pas lui faire tous les trucs horribles il y a un minimum, hein, de KYI, KYC et tout, voilà». Heu, le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme Swan, il bosse avec 30 000 personnes, Ouais. le niveau de personnalisation du service que je peux faire est moindre que si c'était ma propre, Ouais, ta boîte. ma boîte ou en tout cas moi qui opérais ce service. Et donc c'est ça qui me pousse moi effectivement à réfléchir si un jour, je veux le faire moi-même, quoi. OK. Après on est déjà un assembleur de Lego dans le sens où typiquement pour le cœur du compte pro, c'est Swan. Les terminaux de paiement, on a été chercher quelqu'un d'autre, Adyen. Le financement, on a été chercher quelqu'un d'autre. De facto, tu vois pas que c'est des gens différents, mais on a déjà, différents partenaires Ouais. sur cette partie, Oui, tu as pris des briques et en fait, tout reste brandé, c'est vrai qu'on voit pas de facto, je crois pas voir de facto, ouais. non, toute l'interface, elle est chez moi. Ouais. Heu C'est juste que Swan, tu le vois parce que dès que tu veux ouvrir le compte pro, tu as l'application Swan, tu as l'appel Swan et cetera, quoi. OK. et ça, à la limite, demain, je peux le faire disparaître. Aujourd'hui, c'est surtout que c'est Swan qui opère le KYB, KYC et ce qu'on appelle le transaction monitoring. Donc c'est Swan qui peut dire: «Moi, cette transaction, elle est louche, j'ai envie que tu me donnes une pièce». Et moi, il y a une asymétrie d'informations. Moi, je sais plus de choses sur toi ou sur, cette transaction que Swan, il sait et donc je pourrais peut-être être plus intelligent si c'était moi qui faisais ça que si c'était eux. Je vais finir sur, parce que je vois que le temps file, j'ai une question qui est, qui pique, mais qui pique pas vraiment, mais qui est plus une question management et j'aime bien finir en plus avec ça avec toi. C'est, en vrai, tu vois, tu es passé il y a 5 ans, 5-6 ans peut-être maintenant, de zéro à, cette valo, ces parts de marché, cette croissance, sans avoir été récupéré. Enfin, vous êtes toujours la même, équipe de fondateurs et tu vois, tu as pas fait, ce que beaucoup de startups peuvent faire, aller chercher, la course au talent, aux stars, au C-level et cetera. Comment vous êtes organisés? Comment tu as fait et comment vous êtes organisés? Alors, on a quand même, fait rentrer des gens en plus, hein, des fondateurs. Typiquement, notre Comex, on est 11 aujourd'hui, donc les 7 cofondateurs plus 4 nouvelles personnes. Donc, Marine, notre DRH, Maxime, notre, directeur marketing, Brieux qui gère toute la partie intégrateur, qui faisait ça avant chez Sage. Hem Et puis Eric qui gère toute la partie, strat. Donc on a continué de s'entourer. Après je pense que l'équipe de cofondateurs se connaît bien depuis le début, heu et normalement on devrait avoir les épaules pour emmener le truc, quoi. Ouais. Normalement on n'a pas besoin de lâcher les rênes. Après il faut jamais dire jamais et surtout je pense que le plus important c'est que l'ambition qu'on avait depuis le début était de faire une grosse boîte. Mmh. Donc on a normalement fait les bons choix au début, pour, poser les bonnes bases pour que ça tienne, quoi. Tu veux dire que est-ce que du fait que ce soit ta deuxième expérience, quand je dis Ah «ta», c'est sûr, c'est c'est sûr. votre deuxième expérience, en fait, tu as directement construit, Penny Lane sur l'idée de grosse boîte et donc c'était rien. Nous dès quand on a fait le début, on a dit: «Ça nous intéresse pas de refaire un price match, quoi». Ouais, C'est cette boîte-là, c'est soit ça devient un géant européen et on s'éclate et on fait ça pendant 30 ans, ouais, soit en fait on le fera pas, quoi. OK. Enfin ou à un moment on Ouais, lâchera filer, on lâchera vite le truc, quoi. Mmh. Donc dès le début, on a tout fait avec l'hypothèse que ça pouvait potentiellement être une grosse boîte européenne, quoi. OK. Donc on a tout de suite investi pour il y a tu vois, il y a des trucs sûrement où au début c'était overkill d'avoir, le spécialiste de ça, le spécialiste de ça, mais on Mmh. l'a fait en se disant: «Si on veut poser les bonnes bases Mmh. pour, pouvoir, rien que pour pouvoir absorber 40 personnes par mois Mmh. sans que ça pète et que ça parte dans tous les sens, Mmh. il faut des bases solides, quoi». Ouais. Ce serait quoi, tu vois, et c'est un peu la dernière question, mais ce serait quoi, le plus gros le plus gros fail que tu aurais pu avoir, tu vois, au cours de cette aventure?
J'ai pas envie de finir sur ça, je finirai sur une autre question positive. Ah non, Ça, c'est tout je pense que mais les RS, enfin, il y en a à tous les coins de rue, quoi, hein, enfin, c'est tellement complexe comme, marché, c'est tellement du billard ouais. à beaucoup, beaucoup de bandes Ouais. que tu peux en avoir, partout, quoi, hein. Donc, mais moi, comme je dis toujours quand même, avant tout, notre risque le plus fondamental à nous, Penny Lane, Mmh. bah, ce serait que les experts comptables se fassent eux-mêmes, disrupter ou marginaliser, quoi. OK. Donc moi, ce que je répète à tous nos nouvelles recrues et cetera, c'est: on fera toujours tout ce qu'on peut pour que les experts comptables fassent bien leur, mue, leur transformation. Mmh. Nous, le pire qui pourrait nous arriver, ce serait que les experts comptables demain, soient entre guillemets «réduits» Mmh. à, faire des liasses fiscales, quoi, Mmh. et la nature ayant horreur du vide, que ce soit quelqu'un d'autre qui pique cette place de copilote. Alors ça pourrait être une IA, Mmh. ça pourrait être un Indy, ça pourrait être une banque, Mmh. voilà, ça, c'est notre pire cauchemar. Parce que dans ce cas-là, tout ce qu'on a fait ne sert entre guillemets «plus à rien». Ouais. Toute la le partenariat qu'on a construit avec les experts comptables ne servira à rien. Mmh. Donc c'est mon pire cauchemar. C'est pour ça qu'on investit aussi si massivement dans la partie GI, Mmh. c'est que je pense que ça passera par, et c'est même pas un moyen pour moi de gagner des sous en plus, Mmh. c'est juste, c'est si les experts comptables restent, le médecin de famille de leurs clients, Mmh. mécaniquement, moi, j'y gagnerais, voilà. Et c'est aussi pour ça que je veux pas que l'expert comptable, jamais, parce que parfois c'est une crainte que les experts ont, que l'expert comptable soit commoditisé. Mmh. Heu, Si pour moi, si l'expert comptable demain est commoditisé et qu'en gros, les gens se disent: «En fait, mon expert comptable, je peux en changer comme ça, comme je change du conseiller bancaire Crédit Agricole au conseiller, ou qui change lui-même tous les 2 ans». Mmh. Si ça arrive, c'est-à-dire que tu as perdu la relation personnelle de confiance, Mmh. et ça veut dire que malheureusement dans 10 ans, tu auras peut-être le même niveau de confiance qu'ils ont aujourd'hui avec leur conseiller bancaire, quoi. Ouais. Et auquel cas, ils t'écouteront plus du tout autant quand tu leur diras, «Tiens, j'ai ce truc pour toi, j'ai cette nouvelle, je peux faire ce service», et donc moi j'y perds avec, quoi. Ce qui est super important parce qu'en fait, la compta, pour le coup, sera une commodité, si ce n'est pas déjà le cas. Mais la relation avec ton expert comptable ne doit surtout pas l'être. Et c'est pour ça que tu développes la GI. Et parce qu'en fait, le fait d'avoir une stratégie et une GI bien en place et de la notion de relation client fait que tu gardes et que tu évites la commoditisation, quoi. C'est C'est ça, ça, c'est c'est ça ça. l'histoire. Ok. Magnifique, ça, en mot de la fin. Merci Arthur. Franchement, est-ce que tu veux Merci. quelque chose, tu vois quelque chose à rajouter? Non, je pense qu'on a fait un bon tour, ouais. Ouais, je me suis encore une fois régalé. C'est fou de voir à l'allure à laquelle, tout est en train de se redessiner et où j'ai le sentiment qu'en cette année, franchement, avec tous les épisodes de podcast qu'on a pu faire, tu vois, même avec l'épisode de podcast de Stéphane Reynaud qui a déjà été diffusé, où on a vu un peu la tendance de ce qui se passe aux US, ça arrive Mmh quand mh. même souvent ici. Waouh, ça va être une année 2026 assez Ça va bouger. exceptionnelle et j'ai presque envie de te dire, du coup, parce que ça va devenir un tu vas avoir ton abonnement, tu as ton rond de serviette ici, rendez-vous 2027 pour suivre un peu tout ça et puis je me doute que, dans l'année, on se retrouvera. Il y aura Comptatech, c'est ça qui va arriver aussi, qui va être encore plus gros que l'année précédente. Il va y avoir le congrès. Bref, plein de choses aussi, pour les experts comptables. Merci Arthur pour ta Merci transparence Alexis. comme à chaque fois et puis à très vite du coup. Et si vous êtes toujours là, c'est que l'épisode vous a plu, c'est que vous aimez le podcast et merci du coup. Et donc ce que je vous demande de faire si possible, bah, partagez-le au plus grand nombre. Parce qu'en fait, plus ça se partage, plus on peut progresser parce que dans tout ce que tu as partagé Arthur aujourd'hui, il y a plein de trucs qu'on peut prendre et qu'on peut appliquer dans nos boîtes. C'est pour ça que parfois je te pose des questions même pour moi chez Booster Digital. C'était un vrai plaisir, donc partagez-le et moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode.